Je suis Dante Edme Sanjurjo. Je suis le directeur général de l'association Euskal Moneta, monnaie locale du Pays Basque, qui gère l'Eusko, la monnaie locale du Pays Basque, dont je suis directeur depuis 2017 et j'étais auparavant coprésident depuis 2012, puisque je suis aussi un des cofondateurs de la monnaie du Pays Basque. Voilà. Et puis auparavant, j'étais journaliste en économie et en économie sociale et solidaire. L'Eusko, c'est la monnaie locale du Pays Basque. C'est une monnaie que nous avons lancée le 31 janvier 2013 sous forme de billets de 1, 2, 5, 10 et 20 Eusko. Un Eusko égale 1 euro. Et c'est une monnaie donc, qui a pour but de relocaliser l'économie, de relocaliser les échanges, avec un impact à la fois sur l'environnement par la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au transport, et sur l'emploi, en espérant relocaliser les échanges, on espère relocaliser l'économie et du coup renforcer les entreprises locales. Et autre objectif de l'Eusko, qui est une particularité dans le monde des monnaies locales, c'est une dimension, on va dire, linguistique, culturelle, c'est la promotion de l'usage public de la langue basque, l'euskara, qui est voilà, une des nombreuses langues minorisées en Europe, dont la survie est menacée au Pays Basque Nord, au Pays Basque de France. Et donc, comme une monnaie locale doit, en fait, c'est notre point de vue en tout cas, être la monnaie d'un territoire avec un projet pour ce territoire qui répond à ses besoins, et pas seulement ses besoins économiques, il y a un enjeu très fort au Pays Basque qui est la survie de la langue. L'Eusko en chiffre aujourd'hui, c'est 4000 utilisateurs particuliers sur un territoire de 300 000 habitants. Hein, donc, si on 4000, c'est déjà assez important, mais surtout si on fait en proportion. À l'échelle de la France, par exemple, ce serait, si je ne m'abuse, si on fait 300 000 par rapport à 60 millions, les 70 millions, on va être sur quelque chose comme 800 000 adhérents. Donc, c'est comme si une association au niveau en France avait 800 000 adhérents. Donc, au niveau de l'impact on commence à avoir du monde qui utilise. Mais c'est encore moins de 2% des habitants. Donc, on a encore beaucoup de marge de progression. Parce que le but, c'est que le SCO soit utilisé par tout le monde à terme. Au niveau des professionnels, donc on a 1200 entreprises, associations, paysans adhérents à l'EUSCO. On a sur 158 communes, 28 ont déjà adhéré à l'EUSCO, une vingtaine se sont engagés à le faire lors des dernières élections municipales. Et donc on va les rencontrer voilà, petit à petit. On a pas mal de rendez-vous avec les mairies en ce moment. Et puis la communauté d'agglomération Pays Basque a également adhéré à l'EUSCO. Hein, c'est la première communauté d'agglomération sur tout l'État français à avoir adhéré à une monnaie locale. Et c'est important parce qu'il y a une vraie correspondance de vue entre l'intérêt général défendu par la collectivité locale et l'action citoyenne d'intérêt général aussi menée par les monnaies locales. Et on travaille très bien avec les services et les élus des collectivités de tous bords au Pays Basque. C'est vraiment un projet fédérateur. Aujourd'hui, on a donc 2 500 000 Eusko en circulation, 500 000 sous forme de billets et 2 millions sous forme de numérique. Très clairement, depuis le lancement du numérique en 2017, le nombre de billets en circulation a stagné. Là, on est passé de 481 000 à 510 000 en 4 ans, alors que le numérique, lui, explose. Hein. Les échanges se font beaucoup par numérique, avec beaucoup d'impulsion des particuliers qui font du change. Mais après, ces échanges numériques circulent uniquement entre professionnels. Et là, on a vraiment des boucles d'échanges locaux qui se font et qui sont très bénéfiques au territoire. Pour donner un peu une idée de l'impact du numérique, on a aujourd'hui 2500 particuliers qui ont ouvert un compte en Eusko sur les 4000 utilisateurs. Et aujourd'hui, quasiment tous les utilisateurs qui arrivent à l'Eusko ouvrent un compte, ce qui n'était pas le cas au départ. Du coup, ils ouvrent un compte et on leur demande chaque mois de s'engager sur un change minimum. Ils doivent changer au moins 20 Eusko par mois parce qu'on avait peur que des gens ouvrent un compte mais ne le chargent pas et puis se lassent de vouloir payer et puis qu'il y ait pas assez d'argent sur le compte et puis du coup que ça ne marche pas. Donc, vous devez mettre au moins 20 euros par mois. Donc, bien sûr, pour ouvrir un compte, il nous fournissent une pièce d'identité hein, pour qu'on puisse connaître qui ouvre, hein, qu'on puisse vérifier. Et puis, on leur demande un change d'au moins 20 euros en 20 euros et on leur prélève sur leur compte en banque habituel 20 euros et on crédite leur compte eusko de 20 euros. Alors, ce n'est pas beaucoup, 20 euros, mais en moyenne, on est quasiment à 60 euros par utilisateur. Ce qui fait qu'au total, tous ensemble, c'est plus de 130 000 euros qu'on change en eusko chaque mois. Donc, chaque mois, plus de 130 000 euros sont mis en circulation rien que sur les comptes numériques. Et si on ajoute l'échange ponctuel, parce qu'on peut aussi charger son compte Eusko avec sa carte bancaire à tout moment, du montant qu'on souhaite, et le change de billets, on dépasse les 150 000 euros changés en Eusko chaque mois. J'ai expliqué qu'il y avait une charte éthique qui était
celle de l'ECHO, et que les entreprises, du coup, s'engager sur cette charte, mais de façon plus concrète encore, elles s'engagent sur un système de défis. Chaque entreprise qui rentre dans le réseau ECHO doit s'engager sur un défi pour l'environnement, qui est par exemple utiliser 3 produits locaux, et pour un défi pour la langue basque. Pour parler un peu du fonctionnement, c'est une monnaie locale qui est régie par la loi du 31 juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire. On s'est lancé en 2013 à une époque où il n'y avait pas de cadre légal pour les monnaies locales. La première monnaie locale complémentaire nouvelle génération en France est née en 2010. C'est l'abeille dans le Lot-et-Garonne qui a fait partie des inspirations de l'ECHO. Et on s'est lancé donc à l'énergie militante, bénévole, avec cette idée-là qu'une monnaie était vraiment un outil très intéressant pour les territoires et pour la transition écologique, et qu'il serait bon d'en doter notre territoire. On s'est donc lancé dans le projet, on a imprimé des billets, tout simplement, des billets sécurisés. Et puis, bien sûr, on a pensé les règles, on s'est renseigné, on s'est formé. Et puis, on a, au bout d'un an et demi de travail avec de nombreux bénévoles, on a mis en circulation cette monnaie. Le fonctionnement est très simple. On imprime des billets sécurisés qu'on dépose dans des bureaux de change, qui sont des commerces bénévoles. Ils ont une caisse de SCHO et n'importe quelle personne peut aller dans ces bureaux de change, adhérer en 5 minutes et donner, par exemple, un chèque de 50 € pour recevoir 50 SCHO. Et avec ces 50 SCHO, il va recevoir aussi l'annuaire des commerces qui prend le SCHO sur sa zone. Donc ça, on est encore toujours dans l'artisanal. C'est bien imprimé à la main, annuaire imprimé à la main. Et par exemple, là, sur la zone de Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a plus d'une centaine de commerces qui acceptent le SCHO, des paysans sur les marchés, des services publics locaux, puisque par exemple, là, récemment, la piscine de Saint-Jean-Pied-de-Port est rentrée à l'ECHO, elle sera payable en ECHO. Voilà, plein de choses qu'on peut payer en ECHO tous les jours. Et ça permet à chacun, comme ça, de rentrer dans la dynamique en tant qu'adhérent particulier. Le SCHO circule aujourd'hui sous forme de billets, mais ce n'est pas tout. On a assez vite atteint les limites de ce système de billets de 2 manières. La première manière, ce sont les entreprises qui avaient des billets, qui devaient payer des fournisseurs en billets. Et là, c'était vraiment le retour à l'ancien temps, de devoir préparer des enveloppes, qu'on se faisait livrer, donner l'enveloppe au livreur qui devait la ramener au patron. Voilà, c'était quand même pas très fluide. Et puis la deuxième contrainte qu'on avait, c'était du côté des utilisateurs. Tout le monde, même si on a 30 bureaux de change au Pays Basque sur un territoire de 158 communes, ça veut dire que tout le monde n'a pas tout à fait un bureau de change à proximité encore, parce que c'est pas toujours évident d'avoir un réseau très très important de bureaux de change. 30, c'est déjà beaucoup. Et il faut aussi avoir des horaires compatibles. Des fois, on finit le bureau ou le travail à 18h30. Le temps d'arriver, de faire 3 courses, le bureau de change est fermé, on va aller chercher des ECHO, on n'a pas le temps. Et on avait comme ça de nombreux adhérents qui voulaient utiliser l'ECHO, mais qui souvent étaient en panne d'ECHO. Voilà. Au moment de payer, ils n'en avaient plus. Il fallait qu'ils disent, ah oui, il faut que je passe au bureau de change. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'assez, un vrai frein à l'usage de la monnaie locale. Et du coup, en 2017, avec le soutien du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et de la Fondation suisse Charles-Paul Meilleur pour le progrès de l'homme, on a pu lancer un système de compte en ligne, de compte ECHO. C'est une infrastructure qu'on gère nous-mêmes intégralement. Et ce sont des comptes en ligne. Quand vous avez un compte en banque que vous pouvez consulter sur Internet, faire des virements, pour regarder votre solde, télécharger un relevé, voilà, et avec une carte de paiement reliée, qui est votre carte bancaire, vous avez la même chose en ECHO. Vous avez un compte ECHO avec les dernières opérations, la possibilité de faire des virements, de se faire prélever automatiquement aussi pour des cotisations d'associations, pour l'abonnement à un journal local, par exemple, et une carte de paiement qui est l'ECHO Carte, qui permet de payer dans les commerces. Et encore mieux, depuis juin 2017, on a une application de paiement par smartphone qu'on a développée également avec le soutien du conseil régional et aussi de l'Agro Pays Basque, avec cette petite carte dans les commerces, avec un QR code. Et aujourd'hui, donc, je télécharge l'application ECHO Pay gratuitement sur mon téléphone portable et je peux flasher ce QR code chez les commerçants, saisir le montant de la vente, valider, et l'argent est sur leur compte instantanément. Si mon solde est suffisant, l'argent sera sur leur compte dans la seconde, et c'est sans frais pour les commerçants, autre que la cotisation à l'association. Et ça, du coup, ça a permis vraiment de développer encore l'usage de l'ECHO. On voit encore une accélération de l'usage depuis juin dernier, grâce au fait qu'on essaie de rentrer dans l'usage des gens. Il y a un élément important que je n'ai pas encore mentionné, c'est le 3% ECHO. En fait, si les gens adhèrent aussi à l'ECHO, c'est aussi parce qu'on a
On a importé d'Allemagne de notre visite au Chiemgauer en Bavière le 3% Eusko. C'est un système de reversement qui fait que quand je change 100 euros, j'ai bien 100 Eusko, mais en plus, une association locale que je parraine, que je choisis, va recevoir 3% de mon change. Donc, en l'occurrence, 3 Eusko. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que plein de gens vont adhérer à l'association pour financer leur association. Ça peut être un club de sport, une association de préservation de l'environnement, ça peut être un syndicat. Pour des raisons très différentes, on est dans des associations et avec le SCHCO, si cette association adhère à l'ESCO et au minimum, si cette association adhère à l'ESCO et a au minimum 30 parrains comme moi, elle va recevoir tous les ans 3% du change de tous ses parrains. Donc typiquement, l'an dernier, on a distribué 38 000 euros à plus de 50 associations. Bien sûr, on les a distribués en ESCO. Et le financement de ce don est assuré par les commissions de reconversion des ESCO en euros par les entreprises. Voilà. Et donc aujourd'hui, en France, il y a plusieurs monnaies qui commencent aussi à implanter ce système-là. C'est extrêmement intéressant parce qu'on est sur des enjeux de solidarité, de transition écologique, mais tout le monde n'est pas suffisamment motivé d'emblée sur ces sujets-là pour forcément passer à l'action. Mais il y a une autre façon de toucher les gens qui est les associations auxquelles ils adhèrent, auxquelles ils participent. Ça peut être le club de foot des enfants, ça peut être plein de choses différentes. Et parce que pour soutenir l'association, ils vont utiliser le SCHCO et c'est l'association qui va leur en parler. Voilà, on est rentré à l'ESCO. Si vous mettez tous à utiliser l'ESCO, 3% de tout ce que vous consommez en ESCO nous sera reversé. Et ça peut faire des dons de 500, 1000, 2000, 3000 euros par an. Donc, c'est vraiment significatif pour des petites associations. Et derrière, c'est vraiment un partenariat intéressant. Ça veut dire que des associations par de l'ESCO font adhérer des gens qui vont aller soutenir les commerces de proximité, qui vont être actifs pour la transition écologique. Et en échange, elles reçoivent un don. Et donc, il y a vraiment une façon comme ça de travailler ensemble sur le territoire qui est très intéressante. On a coutume de dire que c'est la seule subvention dont vous choisissez le montant. C'est un peu provocateur, mais en gros, si vous vous bougez, vous aurez 1000, 2000, 3000 euros. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que derrière, on a la possibilité en tant que particulier d'utiliser le SCHCO assez facilement et de plus en plus facilement, et ça a un impact en fait pour la transition écologique et pour l'économie locale, puisque typiquement, beaucoup de gens nous disent, moi je consomme déjà local, je fais mes courses au marché, je cuisine, je mange bio, voilà, j'ai déjà un comportement de consommateur plutôt vertueux, et je le fais très bien en euros, je ne vois vraiment pas pourquoi je me mettrais à l'ESCO. Et en fait, ce qu'on leur explique, c'est qu'avec la monnaie locale, l'ESCO ou d'autres monnaies locales, il y a 82 monnaies locales en France, on a un comportement qui devient non seulement vertueux, mais aussi contagieux. Ce n'est peut-être pas le terme à utiliser actuellement, mais on a un comportement, on va dire, qui devient plus collectif. Quand je paye mon commerçant en ESCO, il va lui-même devoir se poser la question de la réutilisation de ces ESCO. Surtout si on est très nombreux à le payer en ESCO, il va avoir des centaines, des milliers d'ESCO dans son tiroir caisse. Et à un moment donné, il va falloir qu'il l'utilise. Il a deux possibilités. Soit il est reconverti en euros auprès de nous, on va lui prendre des euros, mais on va lui prendre 5% de commission. C'est pour ça que généralement les commerçants préfèrent et les paysans qu'on paie en ESCO, la deuxième solution qui va être de réutiliser auprès du réseau. Et c'est là où on relocalise l'économie de façon assez efficace. Parce que pour entrer à l'ESCO, pour accéder à l'ESCO, une entreprise doit être validée par nous, par notre comité d'agrément, qui est composé de particuliers, de professionnels et de militants. Et tous les mois, on a des dossiers, entre 20 et 30 dossiers tous les mois d'entreprises qui veulent rentrer dans le réseau. Et on étudie les dossiers. Et il faut que le siège social soit au Pays Basque. Ça, c'est une contrainte, on va dire, légale. Et puis, il y a aussi un engagement sur des valeurs, on va dire. C'est une charte éthique qui est assez large, mais pour l'agriculture paysanne, le commerce de proximité, ce qui fait qu'on ne va pas prendre, par exemple, la grande distribution ou l'agriculture industrielle. C'est deux grands facteurs d'exclusion au sein de l'ESCO. On a un réseau professionnel qui est très large, très, très ouvert, mais voilà, juste on prend plutôt le commerce de proximité que la grande distribution et l'agriculture paysanne que l'agriculture industrielle. C'est des choix de société qui sont faits. Derrière, du coup, le commerçant qui réutilise ses ESCO va le faire forcément auprès d'entreprises du territoire et donc va faire appel à des fournisseurs du territoire. Aujourd'hui, il y a à peu près 1200 entreprises, associations, paysans adhérents à l'ESCO et près de la moitié, 580, sont des fournisseurs, sont des gens qui peuvent fournir d'autres professionnels. Et on a vu comme ça que plus de la moitié des entreprises du réseau ESCO ont pris au moins un nouveau fournisseur local. C'est-à-dire que 56% même 56% des entreprises du réseau ESCO ont pris au moins un nouveau fournisseur local pour réutiliser leurs ESCO. Donc, on arrive à faire un travail très fin
très terrain de mise en relation des entreprises entre elles, des gens qui ne travaillaient pas entre eux, qui ne se connaissaient pas, qui se mettent à travailler entre eux, à travers le SCHO, par cette petite contrainte de reconversion qu'on crée, eh bien, ça fait un travail efficace de mise en relation qui est intéressant pour l'emploi et puis aussi pour la transition écologique parce que du coup, plus de relations locales, ben, a priori, dans les grandes masses, ça va être moins d'émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Et voilà, donc c'est vraiment la principe même de l'ECHCO et des monnaies locales, c'est ce principe-là vraiment de relocaliser les échanges. Et puis derrière, il y a une autre vertu qui est intéressante, c'est que tout à l'heure, j'ai expliqué que n'importe qui pouvait aller en bureau de change pour changer 50 euros en 50 ECHCO, mais je n'ai pas expliqué ce qu'on faisait des euros que nous recevons. En fait, on va les mettre en réserve, dans un fonds de réserve qui est dans une banque éthique, soit à la nef, soit au crédit coopératif. Et aujourd'hui, on a 2,5 millions d'euros en circulation. Ça veut dire qu'on a 2,5 millions d'euros en réserve sur nos comptes. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que quelqu'un qui change 100 euros en 100 euros, non seulement il va avoir 100 euros à la place de 100 euros pour faire ses courses, il va être dans une dynamique vraiment locale de solidarité, de transition écologique, mais en plus, les 100 euros qu'il avait dans une banque qui n'était peut-être pas si éthique que ça, hein, on pense à des banques comme le Crédit Général ou la Société Agricole, par exemple, ce sont des banques qui ont été classées par le dernier rapport d'Oxfam comme parmi les entreprises les plus polluantes de France. Hein, dans les 10 entreprises les plus polluantes en France, les 3 premières sont des banques. Donc il y a vraiment un changement de cap à faire de la part des banques. Et en fait, les monnaies locales sensibilisent sur ce sujet-là. Et en prenant tous les jours, on prend du coup, un peu d'argent dans ces banques-là qui ne sont pas très éthiques, et on les confie à des banques qui, elles, font des investissements responsables pour le crédit coopératif et la nef. Donc, voilà, ça fait partie des choses qui motivent les adhérents de l'ECHCO et des autres monnaies locales en France à utiliser les monnaies locales. L'animation du territoire et la création de dynamiques territoriales participatives qui impliquent toutes les parties prenantes de la société, à savoir les citoyens, les entreprises, les associations, les collectivités locales, qui vont agir ensemble vers un projet de territoire, chacun à sa manière. Voilà, c'est vraiment ça le métier de la monnaie locale, le fait de relier, de faire agir ensemble, de décloisonner la société pour que des gens aux perspectives différentes agissent ensemble. Typiquement, un petit commerçant va rentrer parce qu'il veut défendre le petit commerce et de ce fait, il va avoir un comportement écolo. Et puis un écolo va rentrer parce qu'il pense que c'est bien les monnaies locales, mais il va défendre du coup le petit commerce et l'emploi local. Voilà, il y a ce côté-là où chacun agit pour des façons différentes, mais on arrive à faire société ensemble pour construire un avenir qui nous correspond mieux. Tout a commencé en juin 2011, où on était une dizaine de militants de différents horizons à avoir eu l'idée de créer une monnaie locale. Et puis on s'est dit, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est réalisable, est-ce qu'on y va? On s'est dit, ok, on a décidé d'y aller et on s'est donné rendez-vous en septembre. Et là, on a commencé un long travail participatif de conception du projet, avec à la fois beaucoup de travail personnel pour comprendre, apprendre, des voyages d'études. On a appris des autres monnaies locales qu'on retrouve dans des réunions nationales des monnaies locales. On est parti aussi en voyage d'études au Sol Violette, qui était la plus importante monnaie locale en France à l'époque, et puis au Chiemgauer en Bavière, qui était la plus importante monnaie locale en Europe à l'époque. Et de ces voyages, on a appris. On a rédigé un avant-projet avec des règles de fonctionnement, une charte, et on a été le partager dans un premier temps avec des organisations du territoire, avec du champ social, du champ écologique, du champ de la langue basque, du champ syndical même un petit peu pour partager notre projet, notre idée, voir ce qu'ils en pensaient. Et puis après, on a fait 20 réunions publiques sur tout le territoire, de Bayonne à Moléon, en passant par Asparin, Hendaye, Espelette. On est parti sur tout le territoire, faire des réunions publiques pendant 3 mois, je crois, avec à chaque fois une vingtaine de personnes qui participaient de tous horizons. Donc, plus de 400 personnes qui ont été consultées sur qu'est-ce qu'ils pensaient de notre projet. Et du coup, il a pas mal évolué. Il a pas mal évolué et ça, c'est intéressant. Cette démarche participative a un double intérêt, ne pas se tromper, c'est-à-dire avoir un projet qui soit compréhensible, qui tienne la route et qui fasse envie. Et puis, aussi faire connaître le projet. Et tous ces gens qui ont participé, on leur proposé de laisser leur adresse mail à la fin de la réunion. Et du coup, pour les tenir informés, pour les tenir informés des avancées, puis du lancement aujourd'hui. Et ça a été aussi nos premiers adhérents. Donc, il y a vraiment un travail participatif très intéressant. Et c'est dans le cadre de ce travail, à mi-parcours, qu'on a décidé d'abandonner le système de fonte. Au-delà de la charte elle-même, tous les ans, on a une assemblée générale où les adhérents viennent. On a en général à peu près une petite centaine, un peu plus qu'une centaine d'adhérents qui sont là, commerçants, particuliers, élus, chefs d'entreprise. Et on discute tous les ans de ce qu'on fait et on a des retours.
Et au-delà de la charte, le projet HCO tel qu'il il se développe très vite, est aussi partagé avec les adhérents. Alors, dans la mesure du possible, hein, c'est vrai qu'après, aujourd'hui, il y a 13 salariés, on avance vite, mais on essaie de garder ce lien permanent avec les adhérents pour les consulter sur les grands enjeux stratégiques. Et puis, en termes de gouvernance, on a vraiment une gouvernance de commun, c'est-à-dire que l'Assemblée générale élit des représentants par collège. Par exemple, les entreprises envoient 9 représentants, les associations envoient 3 représentants, les, bénévoles envoient 9 représentants. Il y a 9 représentants des valeurs fondatrices, c'est-à-dire de l'écologie, de l'agriculture paysanne, de la langue basque, qui sont aussi de droit membres. Les élus envoient 5 représentants. Et du coup, on a un comité des collèges qui se réunit une fois par an au minimum et qui va débattre des grands axes stratégiques de l'ECHCO pour que ce ne soit pas que l'équipe salariée qui avance, mais qu'il y ait bien un aller-retour avec les adhérents qui ont la légitimité dans une association. Donc, on est très proche d'un système de société coopérative d'intérêt collectif. Et d'ailleurs, le 10 juin, on fait une AGE pour créer un collège salarié. Ce qui explique le succès de l'ECHCO, le succès relatif, hein, bien sûr, mais le succès de l'ECHCO aujourd'hui, parce que c'est la plus importante monnaie locale en Europe depuis 2018. Je pense que c'est une conjonction de 2 choses. La première, c'est un territoire qui a l'habitude des initiatives citoyennes transformatrices, on va dire. Hein. L'ECHCO, ce n'est pas la première et ce n'est pas la dernière. C'est un territoire qui, face à l'impossibilité, par exemple, d'avoir un enseignement en langue basque dans l'école publique dans les années 60, a créé son propre réseau d'écoles associatives par immersion, les ICASTOLA, comme il y a les Diwan en Bretagne, les Calandrettes en Occitanie. Voilà, au Pays-Bas, c'est un mouvement très fort. Aujourd'hui encore, des ICASTOLA. Donc, ça a bien marché. Quand les paysans du Pays Basque, qui étaient minoritaires démographiquement minoritaires au sein de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, n'arrivaient pas à se faire entendre, ils ont fini par créer une chambre d'agriculture alternative. C'est un territoire où, grâce aux aînés qui ont monté des projets comme ça, il y a une partie du territoire qui est habituée à faire confiance aux initiatives qui se montent. Ça, c'est très positif. Une façon de prendre son avenir en main. L'autre raison forte, ça a été, je pense, le professionnalisme avec lequel on a mené l'action depuis le départ. Il y a une culture associative ici assez forte, avec des méthodes de gestion associative qui sont assez rigoureuses, parce qu'elles ont vraiment pour but d'être efficaces en termes d'impact de l'association. Donc ça, c'est bien. Et puis, on a eu la chance au sein des fondateurs et des premiers bénévoles qu'on a été chercher d'avoir une super équipe de gens très, très pros, très impliqués, qui ont apporté beaucoup de compétences. Et du coup, ça nous a permis d'avoir un niveau assez élevé en termes de portage de projets, de communication, d'informatique, de relations aux institutions. Voilà. Sur tous ces sujets qu'on a lancés en même temps au début, on avait des gens qui avaient des compétences ou du réseau, et ça a permis d'avoir une dynamique assez forte et de créer la confiance tout de suite. Et après, on a travaillé très, très dur. C'est aussi beaucoup de travail. On a travaillé très, très dur. On n'est pas parti comme certains projets qui peuvent être en entreprise ou en coopérative avec du capital qui permet d'embaucher tout de suite et du coup de développer avant d'atteindre la rentabilité. Nous, on est parti sans capital, avec que du bénévolat, sans subvention. Et après, on a été chercher les subventions, le soutien, les adhérents, les cotisations. Au niveau de l'impact, on a quelques chiffres qui viennent de tomber, qui sont intéressants, qui sont issus du rapport du mouvement SOL sur les monnaies locales. L'ECHCO a participé à cette étude et on a eu les réponses des adhérents de l'ECHCO, de plus de 200 adhérents, donc c'est-à-dire à 5% de nos utilisateurs, donc c'est un très bon taux de retour. Et là-dessus, il y a 2 chiffres très significatifs en termes d'impact. Le premier, c'est sur l'environnement. Et on a, je crois, plus de 64% des utilisateurs de l'ECHCO qui consomment plus de produits locaux et de produits bio qu'avant d'adhérer à l'ECHCO. C'est aussi très bon pour le commerce de proximité qu'on a bien besoin actuellement, puisque 61% des adhérents de l'ECHCO vont davantage aujourd'hui dans le commerce de proximité, dans les commerces de proximité, qu'avant d'avoir adhéré. Donc, on flèche la consommation à la fois vers le commerce de proximité et vers des produits locaux et bio. Donc, ça, c'est vraiment un impact intéressant. Et puis, pour vraiment encore souligner l'impact pour les entreprises, 81% des adhérents de l'ECHCO vont choisir plus facilement entre 2 commerces celui qui prend l'ECHCO, et je crois qu'on a le même taux, 82% environ, qui vont en plus recommander ce commerçant à leur entourage. Donc on a vraiment un système où les gens consomment de façon plus vertueuse, y compris ceux qui peut-être
consommer un peu bio, mais vont consommer plus bio pour utiliser des Ojko. Ceux qui ne consommaient pas bio vont s'y mettre. Ceux qui allaient beaucoup en grande surface ou commander sur Internet vont recommencer à aller davantage dans le commerce de proximité. Et ça, c'est vraiment une tendance très forte et très utile actuellement. Et puis, il y a cet effet-là aussi de recommandation, de sélection des commerces. Donc, pour les entreprises, rentrer dans le SCHO, c'est aussi une façon de s'insérer dans un réseau de proximité où il va y avoir de la recommandation, où on va travailler entre soi et où on reprend un peu l'habitude qu'il y avait avant, qui était de faire travailler les commerces du quartier, voilà, cette vieille habitude qui se perd avec tout ce qui peut se faire à distance et en supermarché, on la recrée et c'est vraiment en phase avec les enjeux du 21e siècle en fait. Il y a plein de recettes d'avant qui sont utiles et aujourd'hui, typiquement la monnaie locale, c'est un outil nouveau, mais qui va permettre de répondre à des enjeux importants en termes de transition écologique, en termes de lien social, parce qu'on a vu que les gens vont plus dans les commerces de proximité, ils se reconnectent à leur quartier, à leur village, et ça, c'est intéressant. En termes économiques, pour les territoires, on a un vrai besoin de résilience économique aujourd'hui dans un monde où l'économie s'est mondialisée. On le voit tous les jours aujourd'hui, les problèmes d'approvisionnement qui existent, les problèmes de chaîne de production. Aujourd'hui, on a une économie mondialisée, ça peut avoir certaines vertus, mais ça a aussi beaucoup de défauts. Et surtout, pour beaucoup de territoires, ça crée des difficultés. Donc, avoir une monnaie locale, c'est faire en sorte qu'une part plus grande de la richesse produite localement aille irriguer les entreprises locales. Donc, ça, c'est vraiment très, très bénéfique pour les entreprises. Et puis, voilà, en termes de citoyenneté, de démocratie, c'est important aussi, parce que ce qui est très frappant quand on parle avec les gens qui utilisent une monnaie locale, c'est leur satisfaction à agir, de sortir du discours et de l'incantation, ou de la critique. Avec la monnaie locale, en train de le sang ici avec le SCHO, les gens passent à l'action, ils agissent, et ça, c'est très bénéfique, et c'est un peu un antidote aussi à la résignation et à l'amertume. Il y a un côté très positif du faire ensemble, du collectif, et du passage à l'action qui est, je pense, dans la période dans laquelle on est, contrebalance pas mal de tendances plus négatives ou individualistes. Donc, c'est assez intéressant de recréer du collectif et du positif. On a posé la question aux entreprises de l'EJCO. Un tiers paye une partie des salaires en EJCO. C'est peut-être des petits montants, mais il y en a un tiers qui le font. Un tiers ne le font pas. Et un tiers n'ont pas demandé encore à leurs salariés. Donc, c'est quelque chose qui pourrait se passer. Au niveau des collectivités locales, ça se met en place petit à petit. Voilà, ça prend toujours du temps, mais on a aujourd'hui des collectivités qui payent des élus en EJCO, des agents en EJCO, c'est encore quelques personnes uniquement, mais on espère que ça va se développer. Des subventions en EJCO, ça commence également, et puis des factures. L'outil monnaie locale qui a un commun qu'on met à disposition d'un territoire et de ses habitants, il est très intéressant parce qu'il va permettre de recréer du collectif, de passer à l'action, et la résilience aujourd'hui des territoires et de la société dans son ensemble, elle va demander que les gens s'impliquent et travaillent ensemble. Et en ce sens, les monnaies sont intéressantes parce que c'est une pédagogie du passage à l'action. Plus on l'utilise, plus on est efficace. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très concret et qui demande qu'on change nos habitudes. Et il va falloir changer nos habitudes. Et on le fait de façon positive. Donc, ça, c'est intéressant. En termes de résilience, c'est important aussi en termes d'écologie, puisque plus on va consommer de produits locaux, bio, de saison, moins on aura d'impact sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Du coup, ça, c'est vraiment important aussi. Ensuite, en termes de résilience économique, on l'a vu, faire en sorte que l'argent, la valeur ajoutée produite sur le territoire reste sur le territoire, faire en sorte que l'argent collecté par la collectivité, par l'impôt, auprès des particuliers, des entreprises, retourne aux entreprises du territoire à travers la monnaie locale, parce qu'un euro d'argent public dépensé en EJCO, c'est un euro d'argent public qui va rester davantage sur le territoire, donc il va finir dans les entreprises du territoire, donc c'est rendre l'argent aux entreprises et derrière à leurs salariés, donc aux habitants. Donc il y a vraiment une dimension de résilience économique qui est très forte. Et après, en termes de démocratie aussi, je pense que on est dans une crise aujourd'hui sociale, écologique, on a une crise économique qui pointe. Il ne faudrait pas que tout ça se transforme en crise démocratique. Et il y a des signaux qui sont des fois un peu inquiétants.